l'enregistrement de cette conférence pour les personnes qui voudraient ensuite la revoir ou la visualiser pour ce soir. Voilà, alors nous allons commencer donc par une présentation assez simple aussi des piliers de la naturopathie, puisqu'en fait c'est dans ce contexte que je vous accueille ce soir. La naturopathie est une approche qui est très ancienne, hein, qui prend en compte plusieurs aspects de l'être humain, notamment en ce qui concerne son milieu intérieur, son terrain. Alors, et les fondamentaux, en fait, en naturopathie, quand on parle de terrain, il s'agit des grands équilibres physiologiques du milieu intérieur, mais également des grands équilibres psychiques. Et l'un n'allant pas sans l'autre, nous considérons l'être humain dans sa globalité. Et lorsque il y a un désordre ou un déséquilibre ou un début de maladie, on va toujours essayer de comprendre, en fait, quelle est la cause de ce dysfonctionnement qui aurait pu emmener à une manifestation morbide, c'est-à-dire une maladie. La recherche de la cause, donc, et la recherche aussi d'un équilibre intérieur permanent permettent, en tout cas aux naturopathes, d'évaluer une situation et de faire en sorte, surtout au travers d'outils préventifs qu'il va proposer, notamment avec une hygiène de vie appropriée, de permettre à des personnes qui seraient malades ou en difficulté, ou en tout cas dans un processus qui risquerait de l'emmener vers la maladie, de rééquilibrer ce terrain. Bon, en fait, ces piliers, ces fondamentaux de la naturopathie, c'est rechercher la cause, chercher à maintenir ou retrouver un équilibre du milieu intérieur et bien sûr relancer la vitalité ou en tout cas la capacité à mobiliser cette vitalité, ce que nous appelons la force vitale. Je vais refaire un petit focus justement sur ce sujet puisque c'est ce qui nous occupe ce soir. La notion aussi de d'intoxication, d'intoxination, si vous n'êtes pas familier avec cette approche naturopathique, en fait, les anciens, à l'époque des Grecs, donc ça remonte à plus de 2000 ans, qui sont pour nous des références en naturopathie dans l'approche de la médecine et de la santé, nous disaient qu'en fait, un milieu intérieur qui serait surchargé, qui serait intoxiqué, provoquerait à un moment des désordres et des déséquilibres, notamment au niveau cellulaire, au niveau des échanges entre le milieu intérieur et les cellules. Il ne permettrait pas à ces cellules de pouvoir assurer leur rôle, qui est notamment de faire fonctionner et un organe, un grand système, et des grands systèmes qui permettraient à tout l'organisme de fonctionner correctement. Alors on sait aujourd'hui que cette intoxication, qui est un peu une obsession des naturopathes, n'est pas non plus une des seules causes, puisqu'il y a aussi des déséquilibres qui pourraient venir de notre fonctionnement, notre comportement, même de notre environnement, mais l'environnement peut aussi polluer, donc intoxiquer l'organisme. Mais au travers des comportements et des échanges que nous avons tout au long de notre adaptation, nous avons aussi besoin de cette vitalité, de cette énergie, et si elle n'est pas présente, elle peut bien sûr engendrer des désordres et des déséquilibres physiologiques, et donc amener aussi vers un chemin qui nous emmènerait vers la maladie. Le milieu intérieur, donc ce que les anciens appelaient les humeurs, le milieu humoral, aujourd'hui on parlerait aussi de milieu intra-extracellulaire. C'est un milieu en fait qui est extrêmement sensible aussi et qui peut être très vite déséquilibré. Et en fait, ces déséquilibres qui sont très observables au travers du sang, de la lymphe, de ces liquides intra-extracellulaires, eux-mêmes sont en lien directement avec cette pollution, cette intoxication liée notamment à un excès de déchets qui ne sont pas éliminés, l'acidose, la mucose, qui est une forme de flocculation en fait de ces déchets non éliminés, et l'oxydation, dont on parlera un peu plus aussi ce soir, puisqu'en fait l'oxydation c'est un phénomène naturel. Bien sûr, nous sommes équipés pour pouvoir éliminer toutes les molécules qui seraient toxiques pour notre organisme, notamment au travers de ce processus d'oxydation, mais qui est aussi provoqué par des stress importants, par des émotions parfois récurrentes et qui reviennent très régulièrement dans notre quotidien et qui vont impacter, on va voir, certains systèmes comme le système nerveux, le système endocrinien, voire même le système immunitaire. En ce qui concerne la vitalité, la force vitale, c'est une énergie, alors assez difficile souvent à déterminer ou en tout cas à définir. C'est souvent une grande difficulté pour nous pour pouvoir définir ce qu'est la force vitale ou cette notion de vitalité. Mais elle repose sur une observation plutôt que sur des faits qui peuvent être prouvés, je dirais aujourd'hui. Cette observation, c'est une observation en fait de nos réactions, de notre capacité aussi à réagir. Et cette réaction est bien souvent liée, par exemple,
comment, à une manifestation qui pourrait être une manifestation de défense, une réaction de fuite, mais aussi une réaction du système immunitaire qui se défendrait vis-à-vis d'un agresseur. Et en fonction de cette énergie développée, on pourra évaluer plus ou moins cette vitalité, cette force vitale. Alors c'est une notion, je vais essayer de passer la slide suivante, mais petit problème apparemment technique. J'essaie de passer ce document. On va revenir. Cette force vitale, en fait, que nous évaluons en naturopathie, pour nous, elle est essentielle dans la compréhension des processus, notamment qui emmènent à la maladie. Et elle est je dirais, un élément déterminant pour pouvoir comprendre ce qui se produit lorsque la maladie apparaît. C'est-à-dire qu'on peut avoir un milieu intérieur qui est tout à fait sain, mais si notre énergie n'est pas disponible, ou en tout cas ne se renouvelle pas suffisamment, ça peut être bien sûr renouvelé au travers de l'alimentation, de notre hygiène de vie, mais notre incapacité, par exemple, à mobiliser cette énergie vitale, cette force vitale, est une entrave aussi à l'équilibre de notre santé. Et ce n'est pas seulement le milieu intérieur qui peut être intoxiqué ou pollué ou en difficulté, notamment par rapport à ces grands équilibres, mais c'est aussi cette absence de force vitale ou d'énergie vitale. Je vais faire une petite pause quelques secondes parce que je n'arrive plus à vous passer ce document que je veux vous partager. Je suis désolé. Petit problème de blocage. Alors, je reviens vers vous tout de suite. Je vais... Alors, je vais essayer... Excusez-moi, je sais juste... Voilà, je suis désolé pour ce petit incident. Voilà, j'espère que ça va bien pour vous. On revient donc à ce petit document que je vous faisais passer tout à l'heure. Voilà, je crois que ça va fonctionner maintenant. Voilà, donc je reviens sur cette force vitale. Excusez-moi, j'étais un petit peu perturbé par le fait que la vidéo le PowerPoint ne passait plus. Donc cette notion de force vitale, de force de vie qui anime tous les êtres vivants, que ce soit l'être humain ou les animaux, même le végétal, dans les traditions anciennes, on le connaît sous le nom de pneuma, par exemple chez les Grecs, les taoïstes ou les orientaux appellent le ki ou le chi, le prana dans la tradition védique également. Et c'est une énergie, une force vitale qui peut être extrêmement sollicitée et au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie, les orientaux pensent que nous avons une réserve au début de notre vie qui va petit à petit s'amenuiser. Nous considérons plutôt dans la tradition occidentale que ce sont des réserves qui peuvent se restaurer en fonction de notre hygiène de vie. Mais l'organisme, par contre, lui, alors quelle que soit la théorie vers laquelle on peut pencher, l'organisme, lui, a toujours une capacité à mobiliser cette énergie qui passe par des grands systèmes
notamment le système nerveux et le système endocrinien. Donc on va le voir également un petit peu après. Et lorsque nous avons de plus en plus de sollicitations de cette force vitale, soit en termes de réserve, soit en termes de capacité à la mobiliser, parce que nous sommes aussi mobilisés par notre vie, notre adaptation, et nous avons besoin de plus en plus d'énergie, et que nous n'arrivons pas à la restaurer ou à la mobiliser, eh bien apparaissent des phénomènes très classiques qu'on connaît aujourd'hui, de lassitude, de fatigue, d'épuisement, voire d'épuisement extrêmement profond, qui peuvent tomber même à des dérèglements hormonaux, à une perte de sang, ceci, et à une baisse du système immunitaire. Tout ça, ce sont souvent des marqueurs qui indiquent que la force vitale, ou en tout cas la vitalité, décroît. La grande question est de savoir si ce sont nos réserves qui sont en perte de vitesse, ou bien si c'est notre capacité à mobiliser ces réserves. Ça aussi, c'est ce que les naturopathes essayent de comprendre dans leur recherche aussi de la cause, parce que ce sont deux aspects différents. Notre vitalité, nous pouvons avoir une très bonne hygiène de vie, comme je disais en introduction, une alimentation saine, quelque chose qui, voilà, qui nous accompagne au quotidien dans notre capacité aussi à restaurer cette énergie, et puis ne plus être capable à un moment ou à un autre à mobiliser un des systèmes, système nerveux, endocrinien, et donc nous allons voir ce que ça va donner, mais la question est également pourquoi. Alors, les systèmes, les grands systèmes que j'appelle aussi souvent des systèmes d'alerte pour nous naturopathes, ce sont les systèmes nerveux. Donc, vous savez que ce sont des influx nerveux qui transmettent de l'information dans l'organisme. C'est le système endocrinien, également, voilà, vecteur d'information, mais peut-être plus sous une forme chimique très spécifique, ce qu'on appelle des hormones, hein, et qui vont donc, en fonction des organes, diffuser certains types d'hormones. Et ces hormones vont être, bien sûr, présentes pour pouvoir activer des fonctions essentielles à la vie, essentielles à notre organisation, et également au niveau psychique et au niveau physique. Et puis un système qui, on se demande peut-être pourquoi il est là, le système immunitaire, mais qui est un système extrêmement important puisque lui va assurer nos défenses, aussi bien vers des agresseurs, on va dire, extérieurs, hein, bactéries, virus, micro-organismes, que ce qui se passe à l'intérieur aussi de notre corps. Parce que lorsque nous transformons de l'alimentation, lorsque nous produisons de l'énergie par un exercice physique, nous allons produire aussi des déchets, notamment ces fameux radicaux libres qui vont générer un phénomène d'oxydation de l'organisme, mais des déchets aussi qui peuvent être des acides mal dégradés et qui devront être éliminés. Et lorsque le système immunitaire est sollicité à l'intérieur, il est sollicité pour générer parfois de l'inflammation. Alors parfois c'est une inflammation qui est à bas bruit, hein, qu'on n'arrive pas forcément à toujours percevoir dès le départ, et puis une inflammation peut-être beaucoup plus douloureuse, plus importante, qui indique qu'il y a vraiment des phénomènes extrêmement graves ou dangereux dans l'organisme, et que le système immunitaire les prend en charge pour pouvoir tenter une résolution. Donc en fait, ces trois systèmes, et on le sait aujourd'hui avec la psycho-neuro-endocrino-immunologie, qui est une science qui se développe et qui a une approche aussi très globale de l'être humain, eh bien on sait aujourd'hui que ces systèmes sont intimement liés et qu'ils sont d'une part pourvoyeurs d'énergie et d'autre part aussi de grands consommateurs d'énergie, puisqu'il faut l'énergie pour pouvoir faire circuler ces informations, pour pouvoir transformer ces hormones, pour pouvoir appliquer aussi ce que ces informations vont transmettre à d'autres organes et donc être en action et en activité. Et il faudrait qu'il y ait suffisamment de repos pour que ces systèmes également puissent récupérer, se restaurer et assurer correctement leurs fonctions. Alors, beaucoup de chercheurs, parfois controversés, d'autres beaucoup plus reconnus, hein, des personnes comme Gautier ou Seeley ou Blalock aussi, qui se sont intéressés à à ces systèmes, les ont considérés aussi comme des éléments essentiels à l'équilibre et à l'harmonie de l'être humain. Et cet équilibre, qui peut être très très rapidement rompu par trop de sollicitations et notamment par des phénomènes d'adaptation ou de suradaptation, eh bien, vont invariablement amener à une baisse de cette capacité à nous adapter, à réagir de façon opportune quand nous sommes agressés. Nous pouvons réagir de manière violente, prendre notre temps, on va voir d'ailleurs comment tout cela fonctionne, et puis peut-être prendre du recul. Mais lorsqu'on est sollicité, comme c'est le cas aujourd'hui dans nos sociétés modernes, de façon quasiment permanente, eh bien, le système nerveux, le système endocrinien qui traite l'information et transmet de l'information, et le système endocrinien, qu'on pourrait comparer à une petite armée intérieure, eh bien, sont mobilisés. Alors, ils sont mobilisés de façon quasiment constante aujourd'hui, et c'est bien là le problème, qui peut justement amener à un épuisement des systèmes. Ça ne veut pas dire forcément
qu'il y a épuisement de nos réserves énergétiques, mais il y a un épuisement des systèmes qui mobilisent ces réserves énergétiques. Alors bien sûr, si en plus nous n'avons plus de réserves énergétiques parce que nous n'arrivons pas à les restaurer, et que nous ne sommes plus en capacité de mobiliser ce qui nous reste dans nos réserves, ça devient très compliqué, effectivement. Et là, on considère qu'un processus morbide peut être engagé, c'est-à-dire qu'on appelait processus morbide, c'est pas un mot très sympathique, mais qui veut simplement dire que il y a un processus en cours qui pourrait emmener au développement d'une maladie ou de pathologie. Alors le naturopathe n'est pas médecin, c'est pas lui évidemment ni d'identifier une maladie, ni de la diagnostiquer, encore moins de la traiter. Le naturopathe lui va s'intéresser justement à ces fameuses causes et à essayer de comprendre ce qui emmène quelqu'un à épuiser son système nerveux, son système endocrinien et son système immunitaire. Alors, ça c'est plutôt une introduction, je dirais, par rapport à la notion de force vitale. Je vais pas trop développer là-dessus, mais ce que l'on constate aujourd'hui en tant que naturopathe, c'est que dans beaucoup de cas, les personnes qui viennent nous voir dans nos cabinets, alors moi j'ai exercé pendant plus de 30 ans au cabinet, j'ai rencontré des milliers de personnes et c'est intéressant parce qu'en fait, moi j'ai commencé dans les années 90 pour terminer dans les années 2000, 2015, 16, 2020 par là. Les motifs de consultation à l'époque où j'ai démarré n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'à la fin de ma carrière. C'est-à-dire qu'au début, la notion de fatigue pouvait arriver, on pouvait consulter un naturopathe, un médecin, fatigue, mais cette idée aussi que finalement la fatigue c'est quelque chose de très passager, non, c'est un marqueur important parce que souvent, et d'ailleurs on l'enseigne dans notre école, c'est important d'être très attentif à cette notion de fatigue parce qu'elle peut cacher ou révéler en tout cas une difficulté de l'organisme à faire face à une situation et notamment à une pathologie, voire des pathologies graves. Or, la plupart du temps, on essaye souvent de finalement mettre de côté cette fatigue en le mettant sur le compte d'un petit moment de faiblesse passagère. Et pourtant, c'est un signe d'alerte qui est très intéressant parce que ça veut dire simplement que notre force vitale, encore une fois, notre capacité aussi à la mobiliser, décroît petit à petit et qu'il y a un risque. Et ce que je disais, c'est qu'au début, en fait, une trentaine d'années en arrière, peu de gens parlaient de fatigue de temps en temps. Voilà, vers la fin de la carrière, c'était beaucoup plus important. Beaucoup de nos contemporains aujourd'hui souffrent d'épuisement, de fatigue. Alors on parle de burn-out, c'est un terme qui est aussi très à la mode, mais en fait le burn-out, c'est un long processus, notamment dans un surinvestissement professionnel, qui emmène à une phase d'épuisement extrêmement importante et forte, hein, on va dire d'effondrement. Là, c'est la cinquième phase du burn-out, mais c'est un long processus qui emmène à cette situation. Et là, on constate effectivement que c'est lié directement alors au surinvestissement professionnel, au surinvestissement social aussi. Et ça, ce sont des phénomènes que l'on constate de plus en plus aujourd'hui et qui sont même, en ce qui me concerne, je pense, à l'origine du développement de pathologies, en tout cas de plus en plus rapidement aujourd'hui et de plus en plus fortes, des pathologies aussi bien auto-immunes, des pathologies dites de civilisation, comme elles sont nommées par l'OMS, où on constate que nous avons beaucoup de difficultés à faire face à des processus voilà, se transformeraient dans notre organisme, faute d'avoir un système immunitaire suffisamment entraîné, compétent et énergétiquement puissant, et un système également endocrinien et nerveux qui ne sont plus en capacité aussi à gérer des informations. Je parle aussi d'informations tout à fait biologiques et physiologiques, hein, pas uniquement psycho-émotionnelles. Donc, autour de cette notion de vitalité, je crois que le naturopathe, et je pense que c'est un des rôles qui nous est certainement dévolu, va beaucoup s'intéresser à cette cause et à comprendre en fait d'où vient cette perte de vitalité. Alors, je vais juste après vous parler des émotions et de ce lien que je peux faire avec cette notion de perte de vitalité. Néanmoins, il est important aussi de préciser que les réserves vitales sont des réserves aussi qui ne sont pas que des réserves, je dirais, subtiles, qu'on pourrait nommer énergétiques, subtiles, comme les orientaux appellent le prana ou le chi, ou bien les anciens grecs le pneuma, donc une notion très vitaliste, très subtile, finalement, de l'anima, qui anime le vivant. Il y a aussi une vitalité qui est développée par ce que nous mangeons, par voilà, les aliments que, au quotidien, nous allons avaler, que nous allons transformer, et de ces réserves vitales va dépendre aussi la qualité, de cette qualité des aliments vont dépendre nos réserves vitales. Et bien sûr,
il est important en naturopathie de s'intéresser à ce qui va être apporté à chaque individu pour pouvoir reconstituer ses réserves vitales au travers de son alimentation, certes, au travers de sa respiration, au travers des transformations que l'organisme peut faire dès lors qu'il y a du mouvement dans le corps. Mais il y a souvent un constat qui est fait en naturopathie, c'est qu'une fois qu'on a fait le tour de tous ces aspects et qu'on est arrivé à les réguler, à permettre une réforme alimentaire, à demander aux personnes que nous rencontrons de faire un peu plus attention à ce qu'elles consomment, aux conditions dans lesquelles elles le font, à la qualité des aliments, eh bien, il perdure parfois cet état de fatigue, d'épuisement, et là, il faut chercher ailleurs. Et en ce qui me concerne, moi, j'ai été particulièrement alerté très tôt dans ma carrière sur le comportement, les états émotionnels. J'ai eu la chance d'avoir des enseignements de personnes qui s'intéressaient aussi à la psyché humaine et particulièrement au comportement et aux émotions. Et je me suis aperçu dans tous les entretiens que j'ai menés pendant ces décennies que la dimension émotionnelle chez les individus que je rencontrais en face de moi, les personnes qui venaient pour une maladie, pour une souffrance et pour me demander de l'aide, eh bien, ces dimensions étaient très très importantes. Donc, je me suis passionné par cet aspect des émotions, sans trop comprendre déjà au départ vers où j'allais. Je suis rentré par la porte des fleurs de Bach, hein, qui ont été aussi pour moi une grande passion, autant dans l'enseignement que dans la pratique. Mais les fleurs de Bach ne sont qu'un outil qui permet, j'en parlerai à la fin de cette intervention, qui permettent de mieux gérer nos émotions, de mieux les transformer. Alors, on va justement parler des émotions. Qu'est-ce qu'une émotion? Si on regarde l'approche très classique, je dirais, peut-être qu'on pourrait considérer comme un peu dépassée, mais qui est quand même intéressante pour l'origine, les émotions, en fait, dans le courant plus évolutionniste, on considère que l'humanité et le règne animal, le règne végétal aussi ont évolué, le règne minéral très très lentement à l'échelle de milliards d'années. On va parler plutôt d'un temps qui nous est plus facilement concevable. L'humain et l'animal évoluent, et au fur et à mesure de leur évolution, finalement, pour l'humain, les émotions seraient des acquisitions. Alors elles deviennent innées parce qu'elles ont été acquises et transmises de génération en génération. Ce sont ces émotions très très, je dirais, archaïques du début de notre histoire en tant qu'humain, qui seraient comme la joie, par exemple, la peur, la colère, la tristesse, qui nous ont toujours accompagnés tout au long de notre histoire et qui finalement sont assez universels, quelles que soient nos traditions, quelles que soient nos ethnies, le lieu où l'humain s'est développé sur cette terre, et nous savons que nous avons colonisé la planète en marchant régulièrement d'un continent à l'autre, eh bien ces émotions sont devenues finalement des modes même de communication, donc non seulement universelles, mais communicative. C'est-à-dire qu'à un moment, sans même dire un mot, d'ailleurs vous voyez ces faciès que je vous présente sur les petites photos à côté, vous pourriez dire en fait quelles sont les émotions rien qu'au travers de ces grimaces, de ces expressions physionomiques. Et c'est aussi un moyen finalement très rapide de communiquer avec l'autre. Alors, inné, pourquoi? Parce que lorsque d'une génération à l'autre, on sait que la peur va nous protéger d'un danger, quelque part, ça va venir s'inscrire dans notre histoire, dans notre tradition. Bien sûr, ça peut être transmis, mais ça peut être aussi transmis quasiment de façon cellulaire, voire dans notre ADN. Alors, ça peut paraître parfois fou, mais aujourd'hui, alors c'est pas une vision un peu éthérée ou bien illuminée d'un naturopathe, c'est simplement l'évolution de la génétique aujourd'hui, hein. La génétique se transforme en épigénétique. On sait aujourd'hui que les gènes se transforment sous l'influence aussi du milieu dans lequel ils vont se développer. Ils peuvent se surexprimer, ces gènes aussi, et finalement l'ADN se transforme au fur et à mesure des générations, et nous imprimons quelque part dans notre ADN d'humain, mais les animaux aussi, hein, ils savent montrer quelque part aussi un état intérieur où nous allons nommer cela une émotion. Moi, j'ai un ami vétérinaire qui travaillait beaucoup avec les animaux, avec les fleurs de bac, qui était ostéopathe, homéopathe, très intéressant. Il disait finalement, nous attribuons à nos animaux des émotions, mais c'est un peu anthropomorphique, c'est-à-dire que c'est parce qu'on a besoin en fait de décoder ce que fait l'animal, mais c'est une énergie similaire. Voilà, si un animal s'en va au courant, il y a une notion de peur très certainement. S'il va être prostré, on peut imaginer y mettre le mot de tristesse. Bien sûr, lui ne le ressent
ressent pas comme tel, il ressent juste une énergie. Mais c'est ce lien aussi très, très fort qui existe au fur et à mesure de notre évolution entre notre environnement, ce que nous recevons dans notre acquisition tout au long de notre vie, ce que nous transmettons et qui devient quasiment inné. Ça, c'est cette théorie, en fait, à partir des travaux de Darwin, hein, qui disait l'expression des émotions chez l'homme et l'animal. Hein, c'est en 1870 qu'il a publié cet ouvrage. Et voilà, on voit effectivement que c'est quelque chose qui va nous accompagner tout au long de notre évolution. Et c'est même une nécessité pour notre survie. Quand nous sommes en colère, finalement, nous défendons un territoire. Quand nous avons peur, eh bien, nous cherchons des ressources en nous pour pouvoir fuir ou combattre. Souvent, ce sont des décharges hormonales, hein, j'en parlais juste en introduction, c'est des charges hormonales, que ce soit de l'adrénaline, par exemple, du cortisol, d'autres hormones, vont nous permettre d'avoir une réaction très vive, très forte, simplement pour survivre. Il faut s'adapter, il faut que nous puissions à un moment trouver une solution et une réponse. Et on va voir que à l'intérieur de notre tête, dans notre cerveau, ça se passe très bien. Parfois, il peut y avoir des petites confusions dans l'interprétation d'une information, mais en général, il y a une très bonne réaction derrière et pendant des milliers d'années, on a pu plus ou moins s'en sortir pas trop mal puisque nous sommes encore là aujourd'hui. On va voir que ça se complique beaucoup dans l'ère moderne finalement parce que là, il y a une accumulation de stimuli et d'émotions et effectivement, là, on rentre dans une situation bien plus complexe aujourd'hui. Donc, une émotion, c'est quelque chose qui semblerait être inné, en tout cas transmis dans l'histoire, dans le processus d'évolution de l'humanité, universel parce que compréhensible par tout le monde, ne serait-ce que par simplement des gestes, des cris, des manifestations physiques, et puis communicative parce que elles permettent de communiquer, mais elles peuvent être communiquées aussi, je dirais, de façon plus délétère, c'est-à-dire la panique, par exemple, c'est quelque chose qui se communique, qui est totalement irrationnel. En fait, on a peur, mais on ne sait plus de quoi. Et comme tout le monde hurle et tout le monde a peur, on a tous peur ensemble. Voilà. Comme les pleureuses aussi à un moment qui pleuraient tout ensemble et qui finissent par faire pleurer tout le monde au moment d'un deuil. Donc en fait, c'est quelque chose qui est assez subtil et qui a toujours étonné et qui nous a toujours fait chercher, et même aujourd'hui dans l'ère moderne, hein, dans les neurosciences, on s'intéresse beaucoup à ces émotions pour comprendre leur nature. Alors, à quoi sert une émotion? Ça aussi, c'est intéressant parce qu'en fait, finalement, c'est une utilité, hein, c'est ce que je vous disais. L'émotion, le mot émotion, en fait, ça veut dire mettre en mouvement. L'étymologie de émotion, ce serait ex movere en latin, qui veut dire mettre en mouvement vers l'extérieur, ex movere, mettre en mouvement. Alors, en fait, une émotion, ce serait finalement, j'ai encore du mal à vous donner une définition précise pour le moment, mais ça serait une énergie, quelque chose qui est ressenti finalement et qui pourrait être considéré comme un élan, comme une motivation, comme un déclencheur, de façon à créer chez nous une réaction en réponse à une situation, extérieure ou intérieure d'ailleurs, hein, parce que l'émotion, il faut le savoir aussi, peut même être provoquée par quelque chose un processus qui est en cours à l'intérieur. Vous savez, peut-être que vous avez entendu parler de personnes, moi j'ai eu l'occasion de partager de nombreuses fois chez mes clients qui venaient en cabinet ce ressenti, des personnes qui ressentent en eux une angoisse, une émotion, une tristesse, ne savent pas d'où ça vient, et en plus ils vous disent mais non, non, il n'y a rien à l'extérieur, en fait tout va bien autour de moi, mais je ne me sens pas bien à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Et souvent, ce sont des marqueurs qui indiquent que dans le corps, il y a un processus qui est engagé et qui peut être une maladie finalement. Combien de gens disent bah en fait je le savais que j'avais ce cancer, je savais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà, et qui sont souvent même pas entendus, parce qu'ils vont voir des médecins, des thérapeutes, même des naturopathes, hein, pourquoi même, mais où on dit bah non, écoutez, il y a rien, on ne voit rien, on comprend pas. Mais en fait, la personne, elle sait déjà, elle sait parce que ce côté subtil de l'émotion, c'est un peu un petit signal d'alerte en fait. Alors le signal peut être très fort parfois, parfois très subtil, il faut savoir l'écouter. Donc cette émotion, elle va permettre soit de créer du lien. Voilà, je suis bien avec vous, j'ai envie de parler avec vous, je vais me mettre en lien avec vous. Au contraire, je suis pas très bien là ici ce soir, je vais m'en aller, ça va pas très bien. Je vais peut-être fuir une situation, je vais peut-être la combattre, ou alors je vais essayer de m'adapter aussi.
Voilà, parce que l'émotion, c'est aussi quelque chose qui permet de parfois, alors pas toujours, hein, prendre du recul, mais de dire, OK, je ressens cette émotion, mais j'ai pas trop le choix, donc je vais m'adapter. Alors l'adaptation a ses limites, hein, on va le voir tout à l'heure, et c'est bien là où commence en fait voilà, la difficulté d'avoir trop d'émotions, de ne pas savoir les gérer et de ne pas savoir quoi en faire. Mais faire disparaître une émotion n'est pas une solution en fait, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que on a parfois tendance à croire que se maîtriser, se contrôler, utiliser un traitement quel qu'il soit, hein, naturel ou peu importe chimique, pour faire disparaître une émotion, eh bien c'est la solution. Non, parce que l'émotion, elle a véritablement un sens, elle est là pour nous prévenir de quelque chose. Voilà, de manière très archaïque et simple, c'est ça. Mais c'est encore ça aujourd'hui. Alors la neurobiologie, depuis, on va dire, avec les neurosciences d'ailleurs, hein, depuis une vingtaine d'années, un petit peu plus maintenant, euh, définissent une émotion comme un mélange, en fait, entre une interaction d'un individu avec son environnement social et l'environnement proche, enfin social, la biochimie, c'est-à-dire les hormones, et un influx nerveux qui serait tous les neuromédiateurs. Alors au carrefour de ces trois aspects, bon, c'est une recherche qui est plus scientifique, hein, c'est un des premiers, c'est Oregon qui a publié ça en 2003, et à partir de là, ben, on s'est intéressé un petit peu plus à la chimie des émotions, comme on l'a dit. D'ailleurs, ça a été un peu dommage parce qu'on s'est dit, bon, finalement, le coup de foudre, ça n'existe pas, hein, c'est juste un peu d'ocytocine en quantité trop importante, et puis une fois que les hormones retombent, bon, finalement, l'amour, le plaisir d'être avec l'autre disparaît. Alors bon, alors là, c'est pas très très glamour, pas sympa, mais voilà, on a voulu expliquer les émotions de manière très biochimique. Bon, ça n'est pas que ça, évidemment, évidemment, mais il y a justement cette interaction, cette relation avec notre environnement qui est très subtile aussi, parce que lorsque je suis dans un groupe, et l'homme est quand même cet instinct grégaire, il a besoin de l'autre, du groupe, le groupe commence à deux, hein, et après on peut être très nombreux aussi ensemble, eh bien il y a toujours des échanges qui se font, qui sont non-verbaux, qui sont de l'ordre du ressenti. Et le ressenti peut précéder aussi l'émotion arrive, et puis à un moment, ben, elle va se manifester, on va le voir comment. Alors, quand une émotion est très forte, elle va s'exprimer. Alors, ce n'est pas forcément l'émotion qui s'exprime, c'est la réaction qui est engendrée par l'émotion. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, d'abord, il y a une émotion, je ressens de la peur, de l'angoisse, de la tristesse, et après, il y a une réaction. En fait, c'est le but de l'émotion. Il faut la laisser faire, en réalité. Voilà. Quand on dit à quelqu'un non, non, ne pleure pas, mais il faut pas se mettre en colère, bah oui, mais bon, lui, il a besoin de sortir quelque chose. Donc il y a une réaction comportementale, ça peut être de l'agressivité, de la fuite, un état de sidération, c'est-à-dire je peux plus rien faire, je bouge plus, je suis complètement tétanisé. Physique, tremblement, des spasmes, tétanie. Alors là, on va parler plus d'une tétanie physique que d'un état de sidération. Un tonus musculaire aussi accru pour courir, se défendre, partir. Physiologique, ça peut être de l'accélération cardiaque, donc ça va engendrer aussi une accélération de la circulation sanguine. Ça peut être un malaise, des nausées, une pâleur, des sueurs froides, profuses. Voilà, donc on voit qu'à un moment, il y a une réaction. Alors cette réaction, au départ, encore une fois, c'était vraiment une réaction liée à la survie, à l'adaptation. Voilà. Il fallait que je montre que je suis fort, il fallait que je sois capable de fuir, il fallait que j'ai suffisamment de force pour défendre ma famille ou pour porter des charges importantes ou pour sauver quelqu'un. Donc en fait, on a gardé dans notre cerveau reptilien très ancien et qui remonte à la nuit des temps depuis notre évolution, on a gardé ces réactions et on continue à fonctionner de cette façon. Alors la différence avec ce que nous avons pu connaître par le passé, c'est que finalement, euh, par le passé, nous avions de temps en temps une émotion qui arrivait, il y avait une réaction et ensuite on se posait. Aujourd'hui, nous sommes sollicités en permanence parce que la notion du danger, ce qu'on va voir sur la petite diapo suivante, la notion du danger, elle est relative aujourd'hui. Il y a des vrais dangers, bien sûr, hein, qui peuvent nous mettre en péril. Il faut faire attention et trouver une solution. Et puis, il y a des dangers qui sont peut-être des dangers probables. C'est-à-dire qu'en fait, le conditionnement que nous avons aujourd'hui, eh bien, on a peur de la maladie, on a peur de la crise, on a peur de la guerre, on a peur de... Et ce défilé permanent d'informations qui nous agresse, qui agresse notre psychisme aussi, puisqu'en fait, potentiellement, il y a un danger. Ça veut dire qu'on est toujours en alerte. On est toujours prêt au combat, toujours prêt à la fuite, toujours prêt à l'adaptation. Voilà. Et si tu fais pas ton boulot, tu vas peut-être le perdre. Si tu fais pas ce qu'il faut, tu te comportes pas de telle ou telle manière, peut-être que tu n'auras plus d'amis, peut-être que tu n'auras plus d'argent, peut-être qu'il y aura une guerre demain, peut-être qu'il y a une épidémie. Et évidemment qu'il y a des dangers potentiels, mais à ce niveau-là, l'humanité n'a peut-être jamais connu dans son histoire.
Et c'est ce qui se produit du matin au soir en permanence. Vous avez des gens aujourd'hui, j'entendais ça dans mon entourage il n'y a pas si longtemps, qui vous racontent qu'ils ont, par exemple, une télévision chez eux, avec cette célèbre chaîne extraordinaire, BFM, du matin au soir, c'est une chaîne qui est allumée. Et on écoute en permanence un flot d'informations qui se répète tout le temps et qui sont anxiogènes, forcément, forcément. Vous êtes là, au bout d'un moment, vous êtes dans un conditionnement incroyable. Mais qu'est-ce que ça veut dire anxiogène? Ça génère une anxiété, c'est ça, générer une anxiété. Cette anxiété, elle va impacter sur nos systèmes nerveux, endocriniens, immunitaires, et nous sommes prêts au combat et à la fuite en permanence. Mais pour l'instant, à savoir, il n'y a pas encore de guerre, il n'y a pas de danger, on a de quoi manger dans le frigo, voilà, ça va à peu près, quoi. Donc pourquoi générer en permanence ça? Mais c'est la société qui fonctionne comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe justement quand nous sommes dans cette hyper sollicitation? Eh bien, la stimulation qui arrive de l'extérieur ou de l'intérieur va d'abord passer par le thalamus, donc c'est une zone du cerveau qui va prendre en charge cette stimulation et qui va la prendre en charge par deux voies. On va dire que c'est un peu comme deux chemins en fait. Un chemin on appelle thalamo-amygdalien, donc qui va aller vers l'amygdale, une toute petite glande voilà, qui est au centre de notre cerveau par là. Je ne sais pas si vous pouvez la voir ici, elle est ici. Et avec son noyau central, en fait, cette amygdale, elle va prendre cette information et elle va, sans aucun recul, aucune réflexion, envoyer tout de suite un ordre quelque part, une réaction qui va passer par les systèmes neuro-endocriniens pour pouvoir réagir. Alors là, c'est effectivement une mesure de sauvegarde imminente, hein. Vous arrivez au bord d'un précipice, vous allez tomber, l'amygdale vous dit attention, recule. Bon, elle le dit même pas, elle vous fait reculer, c'est une fraction de seconde, quoi. En revanche, il y a une autre voie qui est parallèle, qui est une voie qui permet l'analyse, ce qu'on appelle la cognition. Et donc, dans cette autre voie, là, on prend un tout petit peu de recul et on va adapter la réponse à la situation. Voilà. Alors la réaction est légèrement plus longue, hein, mais on peut parler de quelques secondes, mais ça peut être aussi quelques minutes et ça peut permettre même de prendre du recul par rapport à une émotion en se disant non, là, il faut que je me calme, il faut que je respire. C'est pas la peine que je m'emballe de cette façon-là. Voilà. Donc, mais ces deux voies sont très très difficiles parce que il faut aller très vite en fait. C'est ça le système. Alors, les émotions, finalement, ce serait un peu comme des gardiens, des veilleurs, quoi, qui nous alertent constamment sur des dangers potentiels, et ce que je vous disais juste avant, sauf que si on nous alerte de l'extérieur avec des stimuli permanents, attention, vous êtes en danger, vous risquez ça, vous risquez ça, vous risquez ça, ce système-là est en alerte permanente. Voilà. Alors je dis danger potentiel réel ou supposé comme tel. Vous savez, il y a une expérience qui m'est même arrivée une fois dans ma vie, c'est le serpent ou la branche, ou le serpent ou le tuyau. Vous avez des serpents, des très jolies couleuvres vertes en Provence, et puis vous avez des tuyaux d'arrosage verts, ils sont pratiquement pareils. Et puis à un moment, bah, vous marchez et là, vous sautez en l'air, vous dites un serpent. Vous dites même pas un serpent, c'est un serpent. Et puis finalement, ça c'est la voie courte. Mais si ça passe par la voie un petit peu plus longue, on prend du recul et on se dit non, c'est un cerveau, c'est un, je parlais de la branche, mais là c'est un tuyau en Un fait, voilà. tuyau. Oui, merci. Parce que j'ai la branche, vous voyez, mon cerveau bug, parce que moi devant moi j'ai une branche et un serpent. Mais ça peut être la même chose, vous mettez votre main sur une branche, vous dites non mais il y a un serpent, alors est-ce que c'est un serpent, est-ce que c'est une branche? Il faut que vous passiez par en fait cette analyse de quelques secondes pour pouvoir différencier l'information. En fait, cette voie, j'illustre simplement, voilà, de façon très, je vulgarise hein, le système, mais cette voie, elle est en alerte permanente. Et si elle est en alerte permanente, elle met en alerte tous les autres systèmes, c'est-à-dire le système immunitaire, il faut se défendre, le système nerveux, il faut pouvoir aussi envoyer de l'information rapidement, mettre les sens en alerte. Donc, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens à l'extérieur. Et puis, le système endocrinien pour pouvoir envoyer suffisamment d'hormones pour pouvoir être en capacité de réagir, de partir très vite si c'est un serpent ou de me baisser pour ramasser le tuyau. En tout cas, de me dire, je vais vérifier si c'est un tuyau. Bon, moi, je ramasserai pas le tuyau, j'attendrai un petit peu, j'irai chercher un bâton, je regarderai, et puis je me dis, bon, ça va, c'est pas une couleuvre. Voilà donc comment ça fonctionne. Alors évidemment, ça c'est, on ne le sait pas, mais on n'a pas beaucoup de prise là-dessus, hein. C'est quasiment irrationnel. Voilà, c'est un fonctionnement de survie archaïque, mais très important pour nous. Ça va pour vous? Oui, super, merci. Ok, je vais un petit peu vite, mais bon, j'espère que ça va aller. Alors.
Qu'est-ce que ça produit finalement, ces phénomènes de stimuli, d'information? On a vu que c'était pour se défendre, mais aussi pour s'adapter. Hans Selye, qui était un médecin, un chercheur qui a posé dans les années 50 une, une théorie très intéressante qu'on appelle le syndrome général d'adaptation, euh, expliquait justement que bah, sous la pression de différents facteurs environnementaux, un individu va s'adapter. C'est ce que Darwin explique dans aussi le phénomène d'évolution, de l'adaptation. Et pour ça, il va y avoir des phases régulières qui vont se répéter. Bon, je crois que pas mal d'entre vous connaissent, mais voilà, juste pour rappel, j'ai simplement introduit les notions d'émotion dedans. Il y a d'abord une phase d'alarme. Cette phase d'alarme, en fait, voilà, on a une émotion très forte, souvent une peur, en fait. Hein, ça peut être la phase d'alarme très intéressante. Et puis, dès que l'agression disparaît ou qu'on l'a analysée, on se dit finalement c'est un tuyau, c'est pas un serpent, elle va retomber tout de suite. Ça, c'est une phase qui normalement est de très courte durée. Elle va solliciter pas mal notre système neuro-endocrinien, donc les deux voies, hein, neurologiques et biochimiques aussi avec les hormones. Et puis, quand on est confronté à voilà, une situation très stressante, l'organisme va libérer des catécholamines, donc voilà, des productions de molécules qui vont nous permettre justement aussi de mieux nous adapter à cette situation. La pression va retomber, tout va bien. Si on arrive ensuite à avoir des émotions de façon répétée, c'est-à-dire une situation se répète, c'est-à-dire je vois un serpent matin, midi et soir, et je suis sûr que c'est un serpent et je suis sûr qu'il va m'agresser. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'avoir de serpent, il suffit de regarder autour de nous. Il y a suffisamment de situations pour générer chez nous des émotions répétées, récurrentes. Ça peut être de la frustration, ça peut être de la colère, ça peut être le sentiment d'injustice, mais qui se répète. Le corps, en fait, va s'adapter à cette agression parce qu'elle perdure, et là, il va falloir qu'elle s'adapte, en fait, que l'organisme s'adapte sur le long terme. Euh, il va concentrer ses efforts pour fuir, pour combattre, va se passer dans une situation d'attente. Souvent, il n'est pas en capacité de combattre ou de fuir. C'est ce qui pose problème dans notre société moderne, c'est que nous sommes contraints par des règles, heureusement qu'il y en a évidemment, des règles qui sont liées au travail, au milieu social, à notre environnement familial. Et donc, c'est sûr, on ne sort pas sa hache comme ça pour trucider notre voisin dès qu'il nous a dit un mot de travers. Alors, ça commence à revenir, hein, on peut dire ça, mais enfin, on en est encore loin, heureusement. Mais on est obligé finalement, de garder toutes ces émotions et on ne peut pas fuir, on ne peut pas combattre. Et donc, on va être en situation d'attente. Et là, on va chercher dans nos réserves des hormones, notamment les glucocorticoïdes, hein, c'est des sucres aussi, qui vont être sécrétés par les surrénales, notamment avec de l'adrénaline aussi, du cortisol. Ce sont des hormones en fait qui vont nous permettre de tenir. Alors, on aurait pu réagir très vite, fuir et combattre, mais on va tenir dans la durée. Donc, ça s'appelle une phase de résistance. Ça va durer très longtemps, et c'est souvent lié à des émotions qui se répètent, mais ces émotions se répètent, elles sont en lien avec des situations. Sauf que ces situations, on ne les modifie pas. Donc, forcément, il va falloir faire face et s'adapter. Mais cette adaptation, elle est délétère parce qu'au bout de cette histoire, il y a une phase d'épuisement. Et cette phase d'épuisement, elle amène à des émotions beaucoup plus profondes, beaucoup plus négatives aussi, dans le sens de voilà cette perte de sens, cette tristesse, cette mélancolie. On peut l'étiqueter aussi différemment avec des notions de dépression derrière. Et l'organisme là qui a été surexposé à cette agression constante et qui a amené à la phase de résistance s'épuise par cet effort qu'il a fait dans la durée et c'est l'effondrement. Alors voilà, le système endocrinien n'est plus opérationnel. Dans cette phase de résistance, il a trop donné quelque part. On a épuisé, hein, on parle de ça même en médecine. On peut parler d'épuisement des surrénales, c'est-à-dire qu'elles ne sont même plus capables de produire correctement les hormones pour lesquelles elles sont censées, qu'elles sont censées produire. Le système nerveux ne réagit plus beaucoup, même les sens parfois sont affectés. Et donc, dans cette phase d'épuisement, eh bien, il y a un effondrement et il n'y a plus de régulation par les hormones. Et là, on est vraiment dans une désadaptation, c'est-à-dire une incapacité à s'adapter, et on est dans ce dépassement, on a dépassé toutes nos capacités d'adaptation. Et là, ce sont aussi des émotions qui vont exprimer cette désadaptation en disant bah, je suis plus bon à rien, à quoi bon, je baisse les bras, je n'en peux plus, je suis épuisé, je suis vidé, etc., etc. Cette désadaptation, en fait, elle est alors je pense que je vous avais mis un petit hop, hop, hop.
je l'ai là. Cette désadaptation, en fait, elle est décrite par un médecin dans les années 50, qui est le docteur Ménétrier, qui est à l'origine euh, de la thérapie par les oligo-éléments, l'oligothérapie. Et Ménétrier s'était beaucoup intéressé au travail de Cellé et il avait effectivement lui parlé d'un syndrome de désadaptation. C'est-à-dire une fois qu'on a passé en fait toutes ces situations de résistance, on commence à ne plus être en capacité de s'adapter et là, le système hormonal et notamment, bah, vous voyez, on revient à nouveau sur sur ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, l'hypothalamus, qui est le chef d'orchestre finalement de tout le système hormonal, bah, il a tellement subi de sollicitations, ces fameux stimuli du départ, qui n'est plus en capacité bah, lui-même de gérer en fait tout le système hormonal et souvent les commandes voilà sur lesquelles il avait lui un impact important qui était notamment au niveau de la thyroïde, des surrénales ou des gonades ne fonctionnent plus. Elles ont été très sollicitées et là il y a un effondrement quasiment de tout le système hormonal, particulièrement thyroïde, surrénale, avec derrière bah, parfois aussi des maladies qui peuvent apparaître. Donc en fait, ce processus, il est étroitement lié à la vitalité. C'est-à-dire qu'en tant que naturopathe, j'ai pu constater tout au long de ma carrière que les personnes qui perdaient de la vitalité, à un endroit ou à un autre, avaient aussi un déficit ou une déficience liée au fonctionnement d'un de ces trois systèmes. Vous savez, quand vous dites, quelqu'un vous dit, je comprends pas, depuis 3 ans, j'attrape tout ce qui passe. On n'attrape pas des microbes ou des virus. La plupart du temps, ils sont tous là. On va plus ou moins être sensible en fonction de notre système immunitaire, de notre terrain. En tout cas, c'est la théorie des naturopathes. Alors, bien sûr, il y a des virus et des microbes qu'il faut combattre, on ne peut pas faire autrement une fois qu'ils sont installés, mais le système immunitaire, s'il est affaibli depuis 2 ou 3 ans ou 4 ans, c'est qu'il y a une véritable fatigue, qu'il y a un épuisement, qu'il y a une incapacité à mobiliser encore une fois cette énergie, cette vitalité. Et de la même manière, lorsque les systèmes hormonaux commencent à se déséquilibrer, chez la femme, c'est particulièrement vrai, observable notamment dans les cycles, qui tout d'un coup, vous savez, sous l'effet, vous avez peut-être entendu parler de ça ou vécu ça, vous avez une émotion forte et à un moment, bah, vous avez une aménorrhée, absence de règles pendant plusieurs mois. Vous avez aussi un dysfonctionnement de la thyroïde. Hein. Souvent, il y a une corrélation entre une émotion très forte, un événement qui a été vécu difficilement et parfois une hyperthyroïdie ou une dysthyroïdie ou une hypothyroïdie. Et puis, il y a aussi au niveau des surrénales hein, des problèmes qui peuvent apparaître. Donc, en fait, il y a vraiment un impact direct entre ces émotions et l'état du système endocrinien ou du système nerveux et l'état du système immunitaire. Et ça, cette corrélation, j'ai vraiment pu la faire très très régulièrement dans ma carrière. Et ce qui est assez surprenant, c'est que les émotions sont aussi bien au début de l'histoire, elles nous préviennent finalement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elles sont aussi pendant l'histoire et à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que, quand je dis à la fin de l'histoire, une fois qu'on est dans la désadaptation, eh bien, on a d'autres types d'émotions. C'est-à-dire, c'est comme si ce système émotionnel, si on pouvait parler d'un système, ou cette fonction émotionnelle, est toujours là. Quoi qu'il arrive, est toujours là. C'est-à-dire que vous avez de l'énergie, vous avez de l'émotion, vous avez des colères, vous les exprimez, ou alors vous les gardez, vous avez de la force, vous êtes dans la joie. Vous êtes en résistance, vous serrez les dents, vous dites je vais y arriver, je vais y arriver, vous êtes comme un chêne solide et vous essayez de tenir, et puis vous vous effondrez et là vous êtes triste, vous vous en voulez, vous dites non, ben voilà, maintenant je suis plus capable de. Mais en fait, c'est comme si toujours ces émotions, simplement dans leur nature, vont être différentes, mais sont présentes dans tout ce processus. Alors, vitalité, émotion. Bah oui, en fait, le lien, pour moi, il est incontournable. C'est-à-dire que on sait qu'une émotion, j'ai essayé de vous l'expliquer à ma manière, est utile à l'homme parce qu'elle va l'accompagner depuis qu'il existe, tout au long de son évolution. Cette émotion, ces émotions ont toujours été là. Par le passé, comme je vous le disais, bah, c'était des situations très ponctuelles. Donc voilà, une fois qu'on avait dépassé nos peurs, qu'on avait fui, qu'on avait combattu pour notre territoire, pour notre gibier ou pour nos cueillettes ou nos prés, bon, on se reposait et puis voilà, on vivait à l'instant présent. Et ou lorsqu'on avait une perte, ben on pleurait cette perte et puis on se relevait et on repartait, et la vie repartait et on était peut-être aussi après dans la joie. Aujourd'hui, la grande différence, comme je disais tout à l'heure, c'est que nous avons accumulé en fait ces ressentis dans une journée de façon exponentielle ces dernières années, décennies, ce dernier siècle. Et ces émotions, en plus, pour la plupart d'entre elles, ne sont pas exprimées. Donc il n'y a pas de ex movere.
il n'y a pas de mise en mouvement. Alors ça peut paraître paradoxal, on se dit bah finalement on économise de l'énergie puisqu'on n'exprime pas. Oui, mais vous savez, moi je préfère quelqu'un qui se mette en colère de temps en temps, qui exprime ce qu'il a en lui, euh, je pense qu'il va beaucoup mieux après. Alors c'est sûr que ceux qui subissent la colère, mais il vaut mieux qu'ils se mettent en colère contre quelque chose d'inanimé peut-être. Eux, par contre, c'est pas très bon pour eux. Mais garder une colère et ne pas l'exprimer, c'est certainement plus délétère sur le long terme parce que ça demande un contrôle, une maîtrise et aussi en permanence cet état d'alerte dans lequel on est. Et finalement, ne pas exprimer une émotion, ben, c'est quelque chose qui se retourne aussi contre nous. Alors, on peut pas tout le temps l'exprimer, évidemment, dans notre société dite civilisée, en tout cas normée, mais il y a aussi peut-être des moyens de pouvoir gérer mieux ces émotions et en tout cas les transformer. Donc, si le système endocrinien, le système nerveux immunitaire sont constamment sollicités, s'épuisent, ne sont plus en capacité à mobiliser l'énergie ou les réserves énergétiques, alors là, clairement, le processus morbide peut s'engager. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui ne fait plus de doute, en tout cas pour nous naturopathes. Mais je vais vous montrer une petite étude très récente qui a été faite également intéressante à ce sujet. On voit aussi quel impact cela peut avoir aussi sur le système immunitaire. Je vous partage cette petite diapo assez intéressante, je trouve. J'aime bien la montrer même dans mes cours. C'était des travaux qui avaient été faits par une université finlandaise et taïwanaise conjointement en décembre 2013. Ils ont publié dans une revue Proceedings of the National Academy of Science, donc en Finlande, sur ce que l'on pouvait observer dans la modification du corps humain en fonction des émotions qui sont provoquées. Hein. Vous savez, ce genre d'études, on vous met des images qui vont vous faire peur, qui vont vous rendre triste, etc. Et on mesure en fait finalement l'activité sensorielle et surtout quasiment dynamique, énergétique. On pourrait même mesurer, alors peut-être pas la température se modifie, mais en tout cas de ce qui se produit dans le corps. Assez surprenant. Et vous voyez, alors là c'est en anglais, mais bon, la première image c'est l'angoisse, les peurs, le dégoût, la joie, la tristesse, la surprise, un état neutre. Alors l'état neutre, en fait, il est obtenu par des personnes qui pratiquent, par exemple, un état de relaxation, sophronique ou bien de méditation, et on mesure, en fait, c'est l'étalonnage. Et puis après, hop, dès qu'il y a une activité émotionnelle, on va mesurer aussi de différentes manières ce qui se produit dans le corps, très physiquement. Hein. Là, on est vraiment sur des capteurs physiques. Et le siège également des émotions. Et quand le pride, ça veut dire être fier, hein, c'est quelque chose qui remonte plus dans le haut du corps. La dépression, c'est quelque chose qui est plus froid, en tout cas qui descend. Voilà, donc c'est assez surprenant parce que on arrive, c'est une des premières et une des rares fois d'ailleurs où ça a été fait. C'est un peu la cartographie des émotions dans le corps. C'est assez surprenant. Et on voit bien qu'il y a une incidence physique de ces émotions aussi, donc des réactions, peut-être aussi via les hormones. Voilà, toute une batterie de tests ont été faits là-dessus. Et effectivement, il y a une augmentation de certains niveaux d'hormones dans le corps, et peut-être avec des sièges particuliers lorsque l'émotion, en fonction de l'émotion qui est le déclencheur à l'origine. Et petite particularité, parce qu'on parlait de l'universalité des émotions, les Finlandais ont choisi de comparer avec leurs collègues taïwanais cette étude justement pour pouvoir. On dit souvent que les Asiatiques n'ont pas ou n'expriment pas d'émotions, mais nous sommes tous des humains, quelles que soient nos origines, et nous avons tous des émotions. Après, culturellement, on n'a peut-être pas la même manière de les montrer, de les exprimer. Et en fait, c'était très intéressant parce que les Finlandais tout au nord de la planète et les Taïwanais à l'autre bout on fait cette étude conjointement, les résultats étaient les mêmes pour tout le monde. C'est rassurant quand même de se dire que la famille humaine est quand même la même partout, par les temps qui courent. Alors, juste un petit focus avant de pratiquement terminer, j'en ai plus pour très longtemps, sur le stress et l'immunité. Alors, on parle de stress, et dans le stress, le sujet n'est pas là, mais quelque part de manière induite, j'ai parlé du stress ce soir aussi. En fait, le stress est aussi une réaction que nous avons, qui est aussi en lien avec des émotions, hein, et très, très intimement liée, justement. Et ça, c'est une étude assez récente, hein, 2020, Journal of Experimental Medicine, une équipe de chercheurs, des Français, qui se sont intéressés justement à ce qui se passait lorsqu'il y avait un stress prolongé. Alors, l'étude qui a été publiée va suggérer qu'il y a en fait
des hormones du stress qui vont inhiber à un moment la réponse de ce qu'on appelle les natural killers, c'est-à-dire les cellules tueuses naturelles, les NK, et donc qui vont les empêcher de produire un type de cytokine particulier qui est nécessaire à l'élimination des virus. Et ça, c'est assez curieux parce que cette publication a été faite en 2020, au moment où l'épidémie de coronavirus arrivait. Il n'y avait pas de lien direct à ce moment-là, mais on a pu même se poser la question après du système immunitaire à partir du moment où on est dans la peur. Est-ce que le système immunitaire ne va pas justement se déprécier? Et cette étude tend à prouver que oui, il peut y avoir aussi un lien très fort entre un stress important et la production de cytokines, donc qui sont très importantes justement, et même notamment dans les apparitions de cancer. Voilà. On va pas faire de raccourcis ici, mais simplement voilà qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent aussi à cette dimension, le stress, les émotions, et on le voit là directement en lien avec le système immunitaire. Alors, les émotions, bah, écoutez, de plus en plus présentes dans notre vie, oui, hein, voilà toutes les petites phrases que l'on peut quotidiennement exprimer. Il ne s'agit pas de les ignorer, c'est ce que je dis souvent, ni de les refouler, ni d'essayer de les maîtriser, mais plutôt d'apprendre à les transformer. En fait, pour moi, l'émotion, parce qu'on a essayé de la définir au début, mais même scientifiquement, alors qu'elle soit par des psychologues, par des scientifiques ou par des personnes qui étudient le comportement humain défini, elle reste quand même assez mystérieuse, cette émotion. Moi, j'ai le sentiment que c'est plus une énergie, quelque chose que je ressens d'assez subtil, mais qui va déclencher une réaction derrière. Et en fait, si c'est une énergie, pourquoi ne pas essayer de la transformer? C'est une énergie qui est passagère, hein, elle peut durer quelques secondes, elle peut aller jusqu'à 15-20 minutes maximum, après elle retombe de toute façon, et elle peut revenir après. Donc elle va nous alerter sur des situations inconfortables et dangereuses, et on l'exprime souvent au travers de tous ces mots que vous voyez, voilà, je suis encore sous le choc, j'ai comme un gros nuage noir, un petit vélo dans la tête, je n'y crois plus, j'ai peur, je suis inquiet pour l'autre, etc. J'ai des cauchemars, je suis paniqué, etc. Bon, on voit beaucoup d'émotions hein, qui expriment tout cela. Et finalement, au travers de ces expressions, on tente de d'évacuer finalement cette émotion, parce que c'est bien de la verbaliser, de l'exprimer. Euh, mais ce qui est important pour transformer une émotion, je pense, ce que j'ai proposé toujours à mes clients, c'est avant tout de l'identifier, d'essayer de comprendre pourquoi elle apparaît, la recherche de la cause finalement, essayer de comprendre le message. Moi, pour moi, une émotion apporte un message. Voilà. Je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Est-ce qu'il y a quelque chose autour de moi qui génère cette colère en moi? Et si elle génère cette colère, pourquoi elle génère cette colère chez moi? Pourquoi particulièrement maintenant et pas avant? Pourquoi voilà, je ressens cette tristesse? Alors bien sûr, il y a des sujets, on n'a même pas besoin de se poser de questions, hein. Voilà, j'ai perdu un ami proche il y a pas longtemps, je ressens de la tristesse, je ressens cette tristesse, je comprends bien le lien entre cet événement difficile et dramatique et l'émotion que je ressens. Ça va. Ce qui pourrait être embêtant, c'est que ma tristesse perdure encore pendant des mois et des années. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai peut-être pas fait le deuil de cette perte. C'est là où ça devient intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est d'accueillir l'émotion aussi, de l'accueillir, de dire, OK, je suis en colère, OK, j'ai peur, OK, je m'inquiète pour l'avenir, OK, je suis triste. Bon, voilà. Ben, c'est déjà pas mal d'accueillir une émotion. Ça veut dire que elle fait partie de moi, c'est pas quelque chose d'extérieur. Et souvent, vous savez, on a l'impression que ce sont les autres qui font que voilà, on a telle ou telle émotion, mais les autres sont juste cette énergie qui déclenche en fait cette émotion en nous et qui va faire que nous allons réagir. Alors l'émotion, pour la transformer, ben déjà respirer, c'est tout simple, mais nous naturopathes, nous mettons beaucoup d'importance au mouvement, à la respiration, et le mouvement, l'émotion, c'est ex movere. Donc si on se met en mouvement, on va marcher, on sort cet après-midi, j'avais besoin de marcher, je suis allé voir des très belles fleurs, le printemps arrive ici dans le sud de la France, et il y avait du soleil, j'ai marché, je me suis mis en mouvement, ça m'a fait du bien. Voilà, donc c'est simple, mais c'est important. Et puis parfois aussi se poser, parce que parfois l'agitation, elle est extrême aussi. On est dans une société d'agités. Il y a aussi des gens qui sont en permanence agités, ils sont agités dans leur corps, dans leur esprit, ils ne peuvent pas se poser non plus. Et se poser, bah, c'est juste prendre un temps pour soi, se dire, OK, je vais me poser. Alors c'est vrai que c'est difficile hein, parfois, parce qu'en se posant, l'agitation mentale arrive, et là les pensées et parfois les émotions remontent. Mais oui, mais accueillons ces émotions qui remontent quand je ne suis plus dans l'agitation. Méditer, c'est pas forcément une démarche
purement spirituelle. La méditation aujourd'hui, en plus, des approches qui sont modernes, la méditation, qui permettent la méditation, ou en tout cas d'être dans un état de pleine conscience du moment, parler, écrire, exprimer, bouger et se reconnecter à la nature. Je pense que ça, ce sont déjà des voies très importantes et intéressantes qui sont à la portée de nous tous. Pas besoin de consulter pour ça. Parfois, la consultation d'un naturopathe, c'est intéressant parce que le naturopathe, par essence, notre métier, c'est naturopath, ça veut dire chercher le chemin de la nature. Voilà, nous ne sommes pas des malades de la nature, hein, c'est pas naturopathe dans le sens de pathos, mais rechercher et retrouver le chemin de la nature. Et on a peut-être besoin simplement de trouver la direction. Et puis les fleurs de Bach, je vais juste les évoquer ici parce que c'est une passion pour moi depuis des années. Les fleurs de Bach, c'est une approche en fait d'un certain docteur Bach dans les années 30 qui s'intéressait à ce lien subtil entre la nature, des fleurs, des fabrications qu'il a, des préparations d'élixirs floraux, où la simple présence d'une fleur pouvait apaiser une émotion, en tout cas permettre de la transformer, permettre aussi de se reconnecter à soi un petit peu plus intimement aussi et d'aller comprendre en fait ce qui se passe en nous. Et les fleurs de Bach, pour moi, est un bel outil d'accompagnement, au-delà de ce que je viens de vous évoquer évidemment juste avant. Et un elixir floral, alors j'ai pris une photo, là, je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir, mais qui est magnifique, c'est pas de moi d'ailleurs, cette photo, elle est d'Helmut Meyer, et qui est de la photo d'une fleur de l'olivier qui va fleurir dans le sud de la France début juin. Et l'olivier, pour Bach, était une fleur vraiment liée aux états d'épuisement profond. On parle même pas d'émotion, là, on parle d'une énergie aussi particulière. Et il y a 38 fleurs comme ça que Bach a à proposer dans des groupes différents, le groupe des peurs, les sentiments d'incertitude parfois, d'inquiétude pour les uns, pour les autres, le doute, le questionnement, voilà, qui sont pas forcément des émotions en tant que telles, mais qui sont des états, finalement des états dans lesquels nous nous trouvons parfois, des états d'être. Je suis dans le doute, je suis dans le ressentiment, euh, j'ai des questionnements existentiels, mais ça consomme de l'énergie aussi, parce que le questionnement, le doute, va générer aussi une situation peut-être parfois d'alerte et de défense. Et toutes ces fleurs, les unes après les autres, on va pas toutes les voir bien sûr, amènent quelque part la possibilité d'un certain équilibre et d'une reconnexion à la nature pour pouvoir trouver cet apaisement qui n'est pas toujours facile à trouver aussi. Et au travers de ces fleurs de Bach que la plupart des naturopathes, en tout cas tous ceux qui sont formés chez nous à Esculape et qui exercent, utilisent très bien, peuvent justement apporter ce complément. Alors, il ne s'agit pas d'un remède, hein, vous n'allez pas supprimer l'émotion avec une fleur de Bach, vous allez juste permettre de transformer cette énergie parfois trop prégnante, récurrente, parfois négative et délétère, en une énergie dont un potentiel derrière finalement positif. Si j'ai peur, c'est que au fond de moi j'ai du courage. Voilà, si j'ai de la tristesse en moi, je peux aussi trouver un moyen de retrouver un chemin plus heureux et plus joyeux. Et c'est en fait des catalyseurs pour moi, simplement des petites fleurs que j'adore parce que je trouve que pendant ces 30 années où je les ai utilisées, elles permettent vraiment à chacun de trouver celle qui lui convient à un moment donné de sa vie et de pouvoir, grâce à cet apport très ponctuel sur 3 semaines, peut-être apaiser en fait cette agitation émotionnelle, ces stimuli aussi, surstimulation, d'autant plus que beaucoup de gens sont très sensibles, voire hypersensibles aux stimuli extérieurs aujourd'hui, et de trouver une voie d'apaisement et une voie de transformation des émotions. Voilà, les peurs, l'incertitude, la solitude aussi, le manque d'intérêt pour le présent sont autant en fait de groupes, hein, le souci excessif des autres aussi, hein, toujours être tourné vers les autres et ne pas s'occuper de soi, bah, c'est aussi consommer énormément d'énergie et parfois aller peut-être même trop loin finalement dans ce que l'on va donner aux autres et ne pas donner suffisamment à soi-même. Voilà, donc je voulais juste faire terminer cette intervention sur cette porte ouverte vers les fleurs de Bach. En nous formons à l'école aux fleurs de Bach, tous nos stagiaires, parfois il y a des sessions ouvertes aussi vers l'extérieur. Mais l'idée, c'est que parmi ces outils que je vous ai proposés dans la transformation de l'émotion, je pense que ce sont des outils tout à fait accessibles au quotidien. Et voilà, que nous n'oublions pas, puisque finalement, vous savez, la santé, le chemin de la santé, du retour à l'équilibre et du retour à la vitalité, c'est un chemin qui est très simple. Nous en oublions, nous oublions finalement cette simplicité. Nous allons chercher des remèdes et des solutions alors qu'elles sont autour de nous dans la nature. Peut-être se déconnecter de ce monde aussi complètement fou, hein. Moi, je parle pas d'isolement et de mise à l'écart, mais en tout cas,
ces réseaux sociaux, ces informations permanentes, de choses qui n'existent pas, ou qui sont très éphémères, qui consomment notre énergie, notre énergie aussi cérébrale et psychique, et qui ne nous permettent pas finalement d'être à l'écoute de nous-mêmes. Voilà, donc j'espère en tout cas avoir pu partager avec vous, malgré, excusez-moi pour ce petit démarrage un peu qui a été difficile au départ techniquement, mais voilà cette passion que j'ai pour l'humain, pour la vie surtout, la vie qui parfois s'en va très vite finalement et mais qui nous apprend beaucoup si on sait l'observer, on sait être à l'écoute. Et je vous souhaite aussi évidemment de pouvoir faire ce chemin et de garder cette vie et cette vitalité le plus longtemps possible. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour, voilà, pour votre attention. Et je vais voilà, il me rester quelques minutes là si vous avez des questions ce soir après cette intervention. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. Merci Dominique.